c'est parti. Allez. Bon alors il se passe quoi? La météo, le rappel du jeu, Et ensuite, la circulation, l'agenda des villes et puis Patricia hein, pour l'horoscope. putain, tu auras le temps de tout faire en 9 minutes? Oh mais bien sûr, sans problème. Keep on, keep on. Keep on, keep on. Un extrait du spectacle musical Diamond Dance à partir de demain à la scène musicale sur l'île Seguin. C'est à Boulogne-Billancourt dans le 92. Merci encore à Andy, danseuse classique qui était avec nous il y a quelques secondes. Je l'ai réveillé pour nous parler de ce spectacle. La matinale 8h51, le jeu. Nous en sommes où avec le grand jeu du matin? Toujours encore des places pour le spectacle Abamania à gagner à la salle Pléiel à Paris dans le 8e arrondissement et début février, Paris 8e, pour gagner vos places pour le spectacle Abamania en me donnant le nom de cette personnalité hyper méga trop connue. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Si vous avez reconnu cette voix, à vous, vos places pour le spectacle Abamania. Et Agnès, non, n'avait pas la bonne réponse il y a quelques minutes. Elle nous proposait Benjamin Biolay. 8h52, un dernier point météo avec Sophia. Sophia, que se passe-t-il aujourd'hui au niveau des températures sur le Val d'Oise? Le temps valdoisien sera pluvieux toute la journée avec de belles éclaircies l'après-midi sur tout le territoire. Le vent soufflera à 30 km/h le matin et dans les 20-25 km/h l'après-midi. Les températures remontent et iront de 9 à 11 degrés en moyenne. Attendez-vous à avoir ce matin 10 degrés à Bréançon et à Pontoise et à ressentir 11 degrés à Argenteuil. En deuxième partie de journée, nous aurons 9 degrés à Magnan-Vexin et à Asnières-sur-Oise et enfin 10 degrés à Sarcelles. Merci beaucoup. Un dernier point sur la circulation en Ile-de-France. Le trafic est perturbé encore et toujours actuellement sur le RER B. C'est perturbé, oui, suite à un malaise voyageur en direction de l'aéroport Charles de Gaulle ou encore Mitry-Claye. Et puis quelques petites perturbations aussi du côté de la ligne 5 du métro que j'ai prise très tôt ce matin suite à une panne de signalisation. Alors c'est ce que nous a indiqué le chauffeur. Et là je vois sur mes tabloïds que c'est indiqué incident technique. Oui, bon, c'est à peu près la même chose. Donc le trafic est perturbé encore ce matin sur la ligne 5 et le trafic reprend progressivement. Actuellement en Ile-de-France, un petit peu plus de 445 km de bouchons et un accident du côté d'Éragny sur la A15. Attention à vous, sur deux voies, une voie est fermée. À droite, accident depuis 8h05 du côté d'Éragny entre la A15 et la N184. La matinale sur IDFM Radio Royan avec dans un instant l'agenda des villes. Non, bah, c'est maintenant l'agenda des villes. Oui, c'est ça, c'est maintenant l'agenda des villes. Et quelques bons plans à vous donner, des sorties à faire avec vos proches, notamment à Persan qui vous propose une exposition à la médiathèque jusqu'au 17 février, au jour et heure d'ouverture de la médiathèque. La médiathèque fait son cirque avec une exposition concoctée par la médiathèque, mais aussi par Dominique Vidal. Venez découvrir sous son grand chapiteau le monde des circassiens, avec notamment mercredi 31 janvier à 15h, visite animée de l'exposition, le samedi 3 février, atelier d'initiation au cirque par l'association Art Ensemble Cherche Trouve de Cergy-Pontoise, ou encore le mercredi 14 février, le jour des amoureux, encore une autre visite animée de l'exposition. Exposition à la médiathèque de Persan sur le thème du cirque jusqu'au 17 février. Pour en savoir davantage, le 01 39 37 46 80. Emmaüs 95 vous propose dans son magasin de Berne une vente spéciale le samedi 20 janvier de 10h à midi, de 14h
à 17h30. Cette vente spéciale concerne de la mercerie, de la laine ou encore des bijoux. À l'agenda des villes, c'est aussi prochainement une avant-première au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains le samedi 27 janvier avec les aventures de Spirou et Fantasio du réalisateur d'Alexandre Koff avec les acteurs comédiennes Thomas Soliveres, qui joue notamment dans la série diffusée sur M6 Nos chers voisins. Il fait des apparitions de temps en temps aussi avec Alex Lutz ou encore Géraldine Nakache et aussi Christian Clavier font partie du casting du film Les aventures de Spirou et Fantasio qui sera projeté en avant-première le samedi 27 janvier à 15h au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Pour réserver vos places, le 01 30 10 85 59. C'était l'agenda des villes. Tout de suite, nous passons à l'horoscope avec Patricia Lasserre. Il faudrait le faire systématiquement parce que moi, ça ne me perturbe pas plus que ça. Mais en fait, un coup, je peux aller jusqu'à... Et un coup, je peux pas. Ouais, c'est pas grave, la mine. Et moi, ça me dérange pas. En général, je ne mets pas. C'est parce que du coup... En général, je ne mets pas. Alors, tu veux quoi? Tu veux ou tu veux pas? Moi, je veux. Si tu veux, tu auras. C'est juste par rapport à mon timing des rubriques, des invités et tout ça. Mais je veux, ça me permet d'avoir une barrière et qu'on puisse passer à la fin de l'émission des bandes annonces. Ouais, du coup, Moi, rien ne me dérange. Si c'est tout le temps comme ça, c'est nickel. On avait dit que ce serait à peu près comme ça pour toutes les émissions, d'ailleurs. Alors là, et puis mettez-vous, installez-vous là. Si vous voulez mettre un casque, vous Mais pouvez. c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup ça fait quoi? Ça de aide? pub. C'est-à-dire que vous entendez parler, donc vous entendez votre ton de voix, s'il est assez fort ou pas. Ah, d'accord. Faites comme vous voulez. On lui fait plaisir. Oui, de toute façon. Moi, j'en mets pas. Bonjour. Ouais, mais c'est cool. Non, non, vous installez à côté. Oui. Très bien. Merci Patricia Lasserre pour l'horoscope du jour. Retrouvez tous ces horoscopes sur envoyance-équitable.com. La matinale se termine dans un instant. C'est Florence qui arrive pour le bar de l'économie. Elle est déjà là. Bonjour Florence. Bonjour En Christophe. pleine forme au taquet. Au taquet. Au programme du bar de l'économie. La chambre des deux métiers et de l'artisanat Eh du ben, Val d'Oise. c'est beau, c'est bien, ils sont là. C'est Ils des sont femmes là. ce matin qui représentent cette chambre des métiers et des arts. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis d'autres émissions vont arriver aussi, émissions santé, des émissions musicales. N'oubliez pas aussi ce soir la fréquence gouache avec le Yeti pour de la musique gothique, mais pas que, 22h, minuit sur Très RFM belle Radio. musique. La matinale demain avec encore des cadeaux, de nombreux invités en plateau et toujours des idées de sortie à faire sur votre département. Magnifique département, le Val d'Oise. Bon, aujourd'hui c'est un peu moyen parce qu'il y a le vent qui souffle, mais accrochez-vous bien et faites attention à vous. Très très bonne journée, le bar de l'économie, c'est d'ici quelques secondes avec Florence Sueur sur IDFM Radio Enghien. Je vais changer, t'inquiète, je suis très vite. Stratégiste des marchés Je suis un financiers professionnel. le jour et pianiste concertiste le soir, Olivier Fallait pas la passer, je veux pas qu'on la passe, on la passe de trop. Double jeu, sorti le 9 février 2018. Francky, mon dossier des musiques, il est prêt, vous n'avez plus qu'à piocher dedans. C'est hommage à France Gall, toujours, dans la date du jour. Mais elle est morte depuis longtemps. La pauvre. C'est jeune quand même. Oui, c'est jeune. Ça avait quelques... Elle n'a pas une vie facile, hein, je trouve. Non, c'est vrai qu'elle a été... C'est compliqué, hein. C'était pour ces générations-là. Elle a perdu son mari, Non, il était jeune. Lui. Elle a perdu son mari, sa fille avait la mucoviscidose, Ouais. elle est morte à 19 ans, une jolie jeune fille en plus. Compliqué. Ouais. Dans l'émission Bien-être et santé, nutrition, activité physique, escapade détente, reportage en Thalasso et thermalisme, découverte des médecines complémentaires, actualité médicale, avec la participation de C'est bon, c'est tout. professionnels de santé. T'es rien chamboulé. Il n'y a pas de start-up aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à dire avec la chambre de métier et de l'artisanat. Donc pas de métier à l'honneur. Ce sera pour une autre fois.
mais on aura la chronique culinaire. Bonne émission. Merci, Merci. Christophe. Bonjour à toutes et à tous, merci Christophe. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la matinale d'IDFM. Vous êtes au bar de l'économie. Francky nous accompagne pour la technique. Merci Francky. Alors en plus de nous écouter sur la FM ou en web radio, eh bien regardez-nous en live via Facebook, page IDFM. Au bar de l'économie, nous mettons à l'honneur des inconnus tout comme des personnalités. Notre critère, ceux qui ont de l'esprit et du cœur, qui entreprennent, réfléchissent et concourent à la vie économique ou politique, en réalité à notre vivre ensemble. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Louis Aurin, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val d'Oise. Vous avez été élu en novembre 2016. Jean-Louis Aurin, vous êtes un homme de terrain issu de l'apprentissage, CAP d'électromécanique et le dessin de construction électrique vous ont amené à travailler dans différentes entreprises, dont Schneider. En 90, vous décidez de créer votre propre société en électricité industrielle à Persan de 25 salariés. En plus de votre mandat à la Chambre de métiers, vous êtes vice-président de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, conseiller au Conseil de l'artisanat de la Fédération toujours française du bâtiment et délégué régional Île-de-France de la Fédération des industries électriques. Mais cela ne vous suffit pas. Vous avez des mandats dans l'humanitaire, dont la vice-présidente de l'UDIAC 95. Peut-être aura-t-on le temps de parler de cette association. En tout cas, aujourd'hui, nous verrons avec vous qu'est-ce que la Chambre des métiers, ses missions, vos projets pour 2018 et pour ces artisans qui sont de véritables chefs d'entreprise. À vos côtés, Olivier Sala, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général, directeur des services de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val d'Oise et chevalier de l'Ordre national du mérite depuis juillet 2017. Félicitations. Avec vous, nous verrons la facette de l'apprentissage offert par la CMA, qui est énorme, et les centres de formation, et vous nous parlerez sans doute des journées portes ouvertes prévues en mars prochain. Aujourd'hui, c'est jeudi, Bruno Vigoureux vient de rentrer dans notre studio. Il nous dévoilera une recette ou je ne sais pas, on va voir, c'est la surprise. Avant de vous passer la parole à tous, je vous propose une pépite musicale. Oui, souvenez-vous, cette semaine, hommage à France Gall, qui nous a quittés la semaine dernière. Ça va Bruno? Bon, par contre, c'est 9h50, ça te dérange pas? Pas du tout. Le lundi, je préfère un peu plus tôt. Ok, bah alors, oui. 9h15 lundi, c'est pas mal, tu vois. Oui, mais sinon, on pourra peut-être le faire même tout de suite. Du coup, 9h20, ouais, je sais pas, ça. Avant 9h30, quoi, ça serait bien. Tu vas bien? Oui, c'est presque de l'hyperactivité, j'allais dire. Oui, parce que, excusez, j'ai en plus le Lions Club qui est aussi une activité. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Non, mais il faut pas trop en rajouter, mais c'est vrai que je peux pas rester à rien faire. Qu'est-ce que c'est que l'UDIA 95? L'UDIAC, c'est l'Union des anciens combattants. C'est une association d'anciens combattants. Mais si vous voulez, bon, il y en a Et pourquoi moins. vous avez été ancien combattant? Non, mais je suis pour la mémoire, le devoir de mémoire. C'est-à-dire qu'on a des expositions itinérantes et on va dans les écoles pour expliquer ce que j'ai ravagé. Quand vous allez parler de l'apprentissage à un moment donné, tous les deux, vous pourrez dire, expliquer qu'est-ce que c'est que l'UDIAC que j'ai cité en intro, en disant c'est simplement une association d'anciens combattants, mais je trouve qu'il y a un devoir de mémoire. Oui. La transmission. Et la transmission. La transmission, ouais, c'est ça. Ça fait partie de la transmission. Pour éviter que ça recommence.
C'est plutôt ça. Ça, est-ce que nos politiques sont sages? C'est pas toujours le cas. Hein. Alors, on en a un là-bas, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui est que Oui. là. Et puis en Corée, ils ont tous les deux le doigt sur le bouton, c'est toujours un peu dangereux quand on laisse se jouer des gens qui n'ont pas forcément. Alors, j'ai oublié de vous dire que vous êtes diffusé en live via Facebook. D'accord, c'est pas grave, j'assume. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Alors, ça... Et que la vidéo reste, il faudra qu'un jour on les retravaille. Pour l'instant, elles sont sur Facebook. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes venu avec une clé USB, mais si vous l'avez sur vous, vous pouvez repartir avec le podcast du son. Je vous le redonne tout de suite. Je pense, je regarde. Je l'avais dit, mais bon, le message est passé, c'est pas toujours évident. Parce que... Je vais dans la pochette. Est-ce que vous avez bien en tête ça, là, la note de conjoncture? Oui. Ok, bon, bah, c'est bon. Parce que je l'ai moi aussi. Oui, Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. oui, mais on va pas. Ça serait. Non, mais vous n'allez pas me lire tout ça, mais Non. vous le savez de tête. Hein. Oui, le principal, c'est les grands chiffres qu'on a et qui sont effectivement ce que. C'est pas cette première page, ça je vais le dire tout de suite. D'accord. Vous, ce sera plutôt sur les profils, c'est plutôt sur le reste. Si vous voulez intervenir dessus, grosso modo, nous dire l'évolution, ça sera très intéressant. Francky, il nous reste combien de temps? 20 secondes. Bon. Une éternité. Une étude, pardon. 15. Ouais, on reprend. Donc quand c'est rouge, hein, c'est qu'on entend tout ce qu'on dit au micro. Son. Voilà, vous avez reconnu la déclaration de France Gall, à qui nous rendons hommage toute la semaine. Alors aujourd'hui, bonjour Jean-Louis Aurin. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de métier et de l'artisanat du Val d'Oise. C'est énorme, la Chambre de métier. 20 000 adhérents en 2017, 4,9 milliards de chiffre d'affaires. Une entreprise sur 3 du secteur marchand en Val d'Oise, eh bien, elle représente 47% d'actifs. Et on dit d'ailleurs que c'est le premier employeur de France. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, je pense qu'on est toujours dans les premiers, puisque effectivement sur l'île de France, c'est 1 200 000 entreprises. Donc vous voyez que ça fait quand même du monde. Alors, au niveau salarié, je n'ai pas le chiffre au niveau de la France, mais c'est assez énorme. Et comme on couvre beaucoup de domaines d'activité, effectivement, ça donne un nombre d'entreprises important, puisqu'on va des métiers du bâtiment, des métiers de l'alimentaire, du service et des métiers d'art. Donc vous voyez que l'éventail des entreprises est important et est en développement depuis des années, puisque effectivement nous venons de passer la barre des 20 000 entreprises, ce qui est quand même assez exceptionnel, puisque dans cette période qui a été difficile pour les entreprises, on s'aperçoit que nous aussi on commence à avoir une certaine reprise de l'activité. Alors vous avez justement, c'était une de mes premières questions, cité quelques métiers. On connaît notamment plombier, bien sûr, électricien. Comment fait-on? Est-ce qu'on adhère à la chambre de métier? Quel métier d'abord? Quel type de métier? Parce qu'on ne va pas tous les citer, ce serait beaucoup trop long. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de venir vous voir pour certains métiers? Comment ça se passe? Alors si vous voulez, déjà premièrement la chambre de métier, on est là pour informer les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne qui veut créer son entreprise, eh ben, elle vient à la chambre des métiers et là on a hebdomadairement une réunion d'information déjà qui permet d'expliquer aux gens comment on crée son entreprise, quel type d'entreprise on peut créer, une SARL, une SAS, etc., une entreprise, une micro-entreprise, etc. On explique un petit peu la gestion aussi, parce que souvent les gens ils peuvent avoir envie de faire un métier, mais c'est pas aujourd'hui. On a beaucoup de problèmes de gestion aussi dans les entreprises, si on veut que les entreprises soient pérennes. Et puis, suite à cette réunion d'information, on a ce qu'on appelle le SPI, c'est-à-dire que c'est le stage qui est obligatoire avant de créer une entreprise, le stage de préparation à l'installation, qui est obligatoire si les gens n'ont jamais été dans un domaine d'activité, s'ils ont été cadres pendant un certain nombre d'années, il y a des exceptions. Mais en général, c'est bien de faire ce stage parce que là, c'est un stage qui dure une semaine. Et sur cette semaine, là, on voit tous les aspects de l'entreprise. C'est-à-dire, effectivement, on voit d'abord les statuts. C'est-à-dire que suivant les statuts, on va avoir une réglementation, que ce soit au niveau de la TVA, au niveau des impôts, etc., qui peut être différent. On voit la partie gestion de l'entreprise, c'est-à-dire un compte de résultat, comment ça se fait. On voit la partie facturation, comment on facture, comment on détermine un prix de revient, etc. Donc tous ces éléments sont condensés sur une semaine et en plus on leur fait rencontrer des banquiers qui leur expliquent, des avocats,
des experts comptables, etc. Ce qui permet Des d'avoir... fiscalistes, je suppose. Voilà, exactement. De leur faire voir un petit peu tous les aspects, parce que bon, créer une entreprise, ça peut paraître facile aujourd'hui, et ça l'est, mais ça nécessite après aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément. Donc ce stage est important. Et donc une fois que les gens ont pris la décision de créer leur entreprise, à ce moment-là, il faut qu'ils reviennent chez nous. Et là, on crée un dossier pour les immatriculer. C'est-à-dire que c'est là où on a notre rôle aussi. Et effectivement, quand on parle des 20 000 entreprises, c'est des entreprises qui sont immatriculées, donc sur le registre des métiers, puisque, et si vous voulez, au niveau de l'État, etc., ça leur donne après une existence légale, quoi. Oui, alors d'ailleurs, j'ai noté que l'année dernière, en 2016, pardon, vous aviez reçu 19 300 personnes. Donc c'est énorme. C'est un flux permanent. Enfin, vous savez, notre chambre de métier, donc, alors on a deux sites où on reçoit le public pour créer leur entreprise. C'est donc Cergy, qui est notre antenne principale et notre site principal, et une antenne à Viviers-le-Bel, sur lequel on peut aussi avoir les mêmes informations et faire les mêmes stages que nous proposons à Cergy. Donc effectivement, sur ces deux sites, ça représente énormément de personnes. Alors, tout le monde ne crée pas son entreprise, mais beaucoup de gens viennent se renseigner et on est là pour ça aussi. C'est le devoir d'information, d'explication. Et puis, une fois que l'entreprise est créée, on est là pour aider le chef d'entreprise. Alors attendez, parce que donc on vient s'inscrire, on vient créer son entreprise à la chambre de métier, c'est bien ça. Exactement. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent du registre de commerce au tribunal quand une entreprise veut se mettre à la chambre de commerce et d'industrie, Voilà. que je reçois d'ailleurs lundi prochain. Frédéric. Voilà, notre ami Frédéric Bern, président de la chambre de commerce et d'industrie. Donc vous, par contre, on fait toutes les démarches chez vous. Voilà, c'est ça. Tout est fait à la chambre des métiers. Donc il y a un dossier à remplir, comme toute formalité, sur lequel on va demander tout un tas de renseignements sur le type d'entreprise que vous allez créer, sur le chef d'entreprise, le statut de l'entreprise, etc. Et donc après, ça c'est enregistré en préfecture, et donc après, la personne peut démarrer son activité. Alors vous savez, quand vous démarrez une activité, vous devez déposer à la banque un montant qui est de l'ordre de, je sais pas, 3 000 ou 5 000 euros de dépôt pour créer une entreprise. Alors pour qu'on explique bien aux jeunes qui veulent démarrer une activité, comme vous dites, on peut démarrer directement sous forme de SARL par exemple, ou de SASU, ou pas? Oui, on peut démarrer directement. On a le choix de tous les statuts d'entreprise. Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui. Alors quel est le critère pour s'inscrire directement chez vous? Il n'y a pas de critère, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un critère de métier? Est-ce qu'il ne faut pas fabriquer pour... Non, en fin de compte, vous savez, la chambre de métier, en général, c'est toutes les entreprises. Quand vous démarrez une entreprise de moins de 10 salariés. Donc en général, parce que vous avez parlé des CCI, en fin de compte, les chambres de métier, c'est les entreprises souvent qui démarrent tout seuls ou qui peuvent démarrer à 3 ou 4, parce qu'on a des gens qui démarrent directement avec plusieurs personnes. Et en général, c'est moins de 10 salariés. Par contre, si effectivement, après l'entreprise évolue au-delà de 10 salariés, il peut rester au niveau de la chambre de métier. On a énormément d'entreprises. On a même des très très belles entreprises à la chambre de métier qui ont plusieurs centaines de salariés. Mais qui restent chez nous parce qu'ils sont bien. Des noms je n'ai pas en tête notre coiffeur. Là, oui, des coiffeurs, des entreprises qui ont plusieurs générales de précision, voilà, par exemple. Qui travaillent pour l'aviation, etc. Puisque, en fin de compte, dans la fabrication, on a effectivement les métiers de la mécanique générale. Voilà. Et donc, c'est des métiers qui sont aussi en développement en ce moment, puisque l'aéronautique marche bien. Et donc, ça veut dire que ces entreprises-là évoluent et les gens restent à la chambre de métier. C'est pas une obligation, mais vous savez, si les gens trouvent leur compte dans ces métiers, de la chambre de métier, donc ils restent avec nous. Alors, Jean-Louis Aurin, vous avez été élu président de la chambre de métier à la tête d'une liste qui s'appelait « Fier d'être artisan ». Oui. Ce nom de liste, c'est déjà tout un programme. Pourquoi ce nom? Parce que je crois que, vous savez, aujourd'hui, il y a eu, depuis quelques années, je pense, une cabale contre les artisans. C'est-à-dire que souvent, alors je vais mettre en cause certains médias, pas vous, mais bon, certains médias, on nous parle que d'émissions où on voit les mauvais artisans. C'est-à-dire qu'on nous dit l'artisan qui a pris 500 € pour déboucher un évier, des choses comme ça. Alors que c'est vraiment une minorité, et je pense que les artisans, la plupart sont honnêtes, font des prix corrects, etc. Et à partir du moment où on a cette image qui est donnée dans certains médias, ça donne une mauvaise image de l'ensemble.
Et donc, je pense qu'à nous d'être fiers d'être artisans et de prouver qu'on est capable et qu'on est responsable. Et que, effectivement, comme dans tous les métiers, comme dans toutes les. Il y a toujours des brebis galeuses, mais c'est quand même vraiment minoritaire. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut être fier d'être artisan. Il faut. Aujourd'hui en France, vous savez, les grosses entreprises ne créent plus d'emplois. Hein. Il y a de moins en moins. Les seuls créateurs, vous voyez par les chiffres, c'est quand même les entreprises artisanales et les petites PME aussi qui créent de l'emploi. Oui, surtout en France. Ouais, surtout en France, oui. Donc, effectivement, il faut être fier de ça. Il faut pas se cacher derrière tout un tas de choses qu'on veut nous faire croire. Je pense qu'il est important que les gens sachent que les artisans, c'est des bons professionnels, c'est des gens qui sont qualifiés, parce que nous, on regarde les qualifications, comme je vous disais tout à l'heure, quand on enregistre une entreprise, on regarde sa qualification, c'est-à-dire que s'il a les compétences pour exercer le métier, que ça soit un boulanger, un coiffeur, un électricien, un maçon. Donc nous, on a, avant de l'inscrire, c'est-à-dire pour qu'il soit inscrit, il faut qu'il ait les qualifications nécessaires. C'est-à-dire que sinon, on ne prend pas son enregistrement de l'entreprise. Et on fait énormément de refus. Hein, donc c'est pour ça que on a un rôle quand même de contrôle aussi. Vous êtes capable de refuser carrément l'inscription de quelqu'un? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, bon, je sais pas, vous demain, vous venez à la Chambre des métiers, vous dites, je veux me lancer dans la boulangerie. Et effectivement, ça peut être toi, parce que faire du pain, je pense que c'est facile avec Internet. Maintenant, on peut savoir faire du pain. Notre ami cuisinier pourra peut-être nous... Mais bon, effectivement, on est dans une situation que nous, on a obligation de vérifier que la personne a les qualifications pour le faire. Pas laisser faire n'importe quoi, n'importe qui. Et ça aussi, c'est une bataille qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on a un sentiment que la politique qu'on veut appliquer, c'est de déqualifier les gens, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire n'importe quel métier, et c'est vraiment un combat tous les jours que les artisans gardent leur qualification. Alors, vous avez bien précisé que pour s'inscrire, que c'est vous qui inscriviez des professionnels qui veulent démarrer une activité. Le critère, finalement, c'est bien souvent moins de 10 salariés, en fait, mais que n'importe quelle activité peut s'inscrire chez vous. Oui. Et vous faites toutes les formalités, ça, on l'a bien compris. Alors, vous avez bien précisé également qu'il y a 2 types de métiers. Les métiers plutôt de type industriel et puis les artisans d'art. Et là, en France, et notamment dans le Val d'Oise, on a de magnifiques maîtres d'œuvre, on peut dire, maîtres d'art. Oui. Alors, les métiers d'art, c'est un métier important parce que souvent, l'artisan d'art, il est un petit peu aussi isolé dans son métier d'art. Il est souvent tout seul, d'ailleurs, parce que il n'y a pas d'école qui forme des métiers d'art. Hein. Enfin, il y en a quelques-unes, mais à Paris, bon, l'école Boulle, etc. Mais si vous voulez, la plupart des artisans, ils ont appris sur le tas, etc. Et puis, déjà, ils ont du mal à transmettre. C'est aussi un problème qu'ils ont, parce que bon, c'est difficile quand on travaille toujours tout seul. C'est long d'acquérir un savoir-faire. Oui, c'est très long, mais si on veut qu'il y ait une passation, une pérennité dans ce qu'on sait faire, il faut aussi former les jeunes. Ça fera partie de la conversation qu'on aura tout à l'heure. Et les métiers d'art sont importants. Donc nous, on les met bien en valeur dans le Val d'Oise. On a eu plusieurs actions. On a une action qui est récurrente, puisque c'est la 11e année, qui s'appelle Noël avant l'heure, qui a lieu fin novembre, où dans la Chambre des métiers, on fait venir une 50aine d'artisans d'art et qui exposent et qui vendent juste avant les fêtes, donc ça tombe bien, toute leur production. Et c'est très diversifié. Ça va la personne qui fait des meubles, de bijoux, de poterie, de vêtements, enfin de sacs, etc. Enfin, c'est très très diversifié. On s'aperçoit qu'on a une richesse des métiers d'art dans le Val d'Oise. Et on a eu cette année une opération qui a été aussi valorisante pour les métiers d'art. On a eu, grâce à M. Cailleux des Trois Fontaines, la possibilité d'avoir une boutique pendant 3 mois dans le centre commercial. Ce qu'on appelle une boutique éphémère. La boutique éphémère. Et on a pu avoir des artisans d'art qui ont exposé pendant 3 mois. Et c'était un roulement, c'est-à-dire qu'ils avaient été plusieurs à tourner sur les 3 mois. Et ça a été une opération très réussie qui a apporté. Et on l'avait fait avec Anguin aussi. On a fait une boutique éphémère à Anguin aussi pendant. Face au lac. Face au lac pendant l'UNESCO, pendant les journées de la ville créative labellisée UNESCO, effectivement. Et d'ailleurs, cette boutique est réouverte en septembre, mais j'ai pas les dates en tête. Ah bah oui. Bah écoutez, nous c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi, parce que nos métiers d'art, c'est important. Souvent ils sont un peu trop isolés et on essaye de les mettre en valeur. Alors vous parliez du problème de la transmission pour ces experts. Combien de jeunes s'inscrivent voulant faire des métiers d'art par an encore?
Bah, écoutez, ça, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. Alors, les métiers d'art, je veux dire, on n'a pas de. Nous, on forme des jeunes sur tout un tas de métiers, on en parlera tout à l'heure, mais sur les métiers d'art, on n'a pas d'école de formation. Je veux dire, il y a quelques écoles à Paris, mais c'est souvent. Mais c'est un domaine qu'il faudrait effectivement, pourquoi pas demain créer une section avec des jeunes de métiers d'art, mais au lieu d'avoir une formation, faire que la partie formation, je dirais. Tout ce qui est maths, français, etc. On ne pourrait pas avoir, nous, dans les chambres de métiers, la formation sur la poterie, par exemple, parce que ça serait 2 personnes, un autre qui fait des tableaux ou de la photo, des choses comme ça. Mais il serait possible peut-être de créer une section qui regrouperait tous ces gens-là, et après, ils iraient dans des entreprises où ils apprendraient leur métier. Pour permettre la transmission, justement. Pour permettre la transmission, parce que je pense que c'est un gros débat dans les années à venir. Alors, Jean-Louis Orin, je vous propose une petite pause musicale, toujours en hommage à France Gall, et on vous redonne la parole tout de suite après. Ok, merci. Alors, je vous propose après de passer à 2 de vos arguments, enfin à 3 sujets. Sauvegarder la qualification des artisans, un sujet qui vous importe. Oui. Bonjour Clara. Et puis l'appui. Ensuite, je vais vous poser une question sur l'appui aux artisans tout au long de leur vie en entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, et puis en même temps, vous pourrez peut-être me parler. De toute façon, je poserai les questions. S'il faut peut-être parler du parcours du créateur aussi. Au moins, vous en avez bien parlé tout à l'heure, remarquez. Mais bon, on pourra peut-être redire 2 mots. Et puis surtout l'aide aux entreprises en difficulté. Oui, c'est les entreprises qui étaient. Et ensuite, on passera la parole et ensuite, on parlera de l'apprentissage. Donc, je vous passe la parole, mais après, c'est un dialogue à vous deux, en fait. Oui. Ah, il y en a qui parle, c'est pas mal. Hein? Changement d'équipage. s'appelle maintenant un leader, un chef d'entreprise. Les fils. Ça m'énerve. Une information, le stage, et puis derrière suivi de 3 ans, et puis des formations tout au long de la vie. Oui. Alors, avant qu'on parle des autres arguments, enfin de ce que je viens de dire, la sauvegarde de la qualification, vous voulez donner par rapport à votre note de conjoncture le profil, un peu vous voulez parler encore du profil? Oui, si on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dans les missions générales de la CMA qu'on n'a pas évoquées? La formation tout au long de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on forme les... Ah, mais ça, on va l'aborder maintenant. Oui, d'accord, mais c'est important parce que ça fait partie de nos actions importantes, si vous voulez, de former le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a créé son entreprise, je ne parle pas des apprentis. Hein. Oui, moi aussi. Alors, est-ce que vous voulez parler un peu du profil? Oui, peut-être là ou pas? Du profil, oui, enfin bon, non. Je suis pas sûr que ça soit vraiment... Je sais pas, c'est pour vous, moi je dis ça, non? Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on pense? Non, parce que ça, c'est beaucoup de chiffres. Quand vous dites le profil, c'est l'activité... L'évolution du profil en général, 2-3 mots, c'est tout? Oui. On peut juste est-ce qu'il y a une évolution du profil? Je sais pas. Avec l'arrivée de la micro-entreprise, il y a eu une entreprise sur 4 avec ce régime, que nous, notre pôle, c'est l'accompagnement, que demain, on va essayer de faire des artisans à part entière. Aussi l'arrivée l'utilisation massive de l'informatique, est-ce que ça n'a pas révolutionné un peu vos métiers? C'est un point clé de la formation. Donc on finit sur vos métiers avec ça. L'intégration du numérique dans l'entreprise. Voilà. Il nous reste combien de secondes, Clara? Encore 1 minute? Ah, ça fait déjà 3 minutes là. Ah non, on va reprendre, sinon on n'a pas le temps. Voilà, c'était donc France Gall. Jean-Louis Orin, je crois que vous aimez beaucoup d'ailleurs France Gall, vous me l'avez dit tout à l'heure, avant de rentrer en studio, c'est votre jeunesse. Alors, on parlait donc des artisans et des métiers. Est-ce qu'il y a une grosse évolution sur le fonctionnement, notamment avec l'arrivée et l'utilisation plutôt massive, j'allais dire, de tous les outils numériques? Oui, c'est effectivement aujourd'hui une entreprise artisanale est obligée de passer par tout ce qui est le numérique, puisqu'on est de plus en plus confronté à cette façon de travailler, que ce soit pour les déclarations sont faites par Internet. Maintenant, la gestion d'un compte, vous attendez
plus de recevoir votre relevé de compte tous les mois, donc vous pouvez vous connecter régulièrement, etc. C'est vraiment des outils qui sont importants, mais on voit qu'il y a quand même toujours un petit peu un frein, parce que vous savez, l'artisan, son principal objet, c'est son entreprise, son métier. Et effectivement, souvent, il est très technique dans son métier, et toutes ces parties-là, c'est toujours des choses qu'il a du mal à aller, même si aujourd'hui, c'est une obligation pour les entreprises d'aller vers ça. Mais il faut quand même garder le contact humain, parce que je pense qu'effectivement, c'est aussi ce qui fait la richesse de nos artisans. Je vois pas comment on peut pas faire un devis sans se déplacer et aller au Exactement, contact, mais de toute justement, manière. vous savez, aujourd'hui, on est confronté, et ça, on le voit régulièrement avec des espèces de plateformes qui proposent aux gens de faire plusieurs devis, avec des gens qui ne se déplacent pas, etc. Et ça nuit aussi à nos artisans, parce que c'est des entreprises qui n'ont rien, quoi. Après, ils vont chercher des artisans avec des prix souvent qui ne sont pas réalistes par rapport à effectivement vous pouvez pas chiffrer un chantier sans aller sur place. Hein. Dans le bâtiment, c'est pas possible. Moi, celui qui me dit qu'il fait ça, pour moi, c'est pas un bon professionnel. Et c'est vraiment un problème qu'il faut qu'on dénonce ces sociétés qui veulent faire tout par téléphone. Alors, l'informatique, le numérique, ça nous apporte des solutions techniques qui nous permettent d'aller plus vite, effectivement, de pouvoir proposer des choses différentes aux clients, mais malgré tout, le contact avec le client. Vous savez, le boulanger, il y a toujours la personne qui vient vous servir le pain, et c'est essentiel. Je pense que, vous savez, les gens, ils aiment bien avoir le contact, de discuter même qu'une minute. Souvent, c'est la période de la journée où ils rencontrent quelqu'un. Hein. Il faut penser aussi aux personnes seules, isolées. Le fait d'aller chez un artisan, dans une grande surface, vous savez, c'est très anonyme. Hein. Alors que quand vous allez chez votre artisan, boucher, charcutier du coin, il y a un dialogue, il y a une reconnaissance du client, etc. C'est important. Alors, est-ce qu'un des problèmes de l'artisan, c'est pas notamment la concurrence étrangère? Alors, la concurrence étrangère, oui. Alors là, c'est plus un débat plus général, puisque, bon, comme vous l'avez cité tout à l'heure, je suis aussi vice-président de la Fédération du bâtiment, et c'était un de nos combats, c'est-à-dire qu'effectivement, les travailleurs détachés qui viennent en France, on va dire, pour travailler à des coûts qui sont pas forcément toujours très légaux, si on peut le dire, puisque alors donc notre nouveau président, M. Macron, a commencé à changer un peu sa politique, puisque au départ c'était quand même plutôt laissons les gens travailler, quoi. Mais maintenant on s'aperçoit qu'effectivement les entreprises étrangères prenaient une part importante, mais dans l'artisanat on le voit moins. Mais c'est vrai que dans le bâtiment c'est quand même une chose qui arrive et qu'on constate de plus en plus. Mais nous, on le constate aussi, où on a beaucoup effectivement, de ressortissants étrangers qui viennent s'inscrire à la Chambre des métiers, ce qui nous pose aussi un problème, parce que, comme je disais tout à l'heure, on vérifie aussi les qualifications ou les diplômes. Donc, on est obligé de faire appel des fois à des interprètes pour aller vérifier les diplômes qu'on nous amène ou téléphoner dans les écoles pour avoir les équivalences par rapport à certains pays qui sont pas toujours des pays un peu exotiques, on va dire, hein, les pays de l'ex-bloc URSS, où on a des fois du mal à avoir les informations. Alors, justement, un de vos souhaits, c'est sauvegarder la qualification des artisans. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, un artisan, comme je vous disais, on lui demande au moins d'avoir un CAP, d'avoir un bac, un brevet, etc., que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans l'alimentaire, etc. C'est important. Pourquoi? Parce que, je veux dire, si vous exercez un métier dans lequel vous allez fabriquer de la charcuterie, tout ça, il y a des règles à respecter, il y a des ingrédients, il y a de la traçabilité à avoir, etc. Et si vous n'êtes pas qualifié, il y a un problème, quoi. Et je pense que c'est important que les gens soient qualifiés pour leur métier. Et de vouloir, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, dire n'importe qui peut faire n'importe quel métier, on n'est pas du tout d'accord. C'est pas comme ça qu'on va... Alors peut-être que statistiquement, on va dire, ça peut réduire le chômage. Je ne pense pas que le long terme, il n'existera pas dans des sociétés comme ça. Et ça contribuera à dénaturer aussi effectivement la qualification de l'artisan si demain n'importe qui peut exercer un métier sans qualification. Mais pour les artisans, vous avez parlé tout à l'heure des artisans qui sont des mauvais artisans, dont on entend parler, vous avez dit, dans certains médias. Est-ce que vous avez un moyen de les chasser? Hélas, non. Hélas, non. Alors, nous, on a effectivement un devoir d'enregistrement, mais par contre, on n'a pas de devoir de police. Et j'ai eu un cas, il n'y a pas très longtemps, d'un ressortissant qui m'a appelé personnellement en me disant qu'il avait eu affaire à un maçon et qu'il avait fait les travaux, c'était n'importe quoi, donc il ne comprenait pas que la Chambre des métiers ait laissé cette personne-là exercer. Mais je lui ai dit, écoutez, nous, déjà,
par rapport à ce que vous me dites, les travaux qu'il a effectués chez vous ne correspondaient pas à sa qualification. Donc vous auriez peut-être dû effectivement nous appeler, parce que on est là aussi pour ça. Vous voulez dire que nous, le public, il faudra peut-être qu'on vérifie auprès de vous d'abord si la personne, si elle est bien, elle existe bien déjà, et si elle a les bonnes qualifications. Oui, parce que sur Internet, vous pouvez aller, on a un site, et sur le site, vous pouvez aller vérifier que l'entreprise existe et sa qualification. Vous savez, chaque entreprise, comme on parlait de qualification, a une qualification par rapport à sa technicité. C'est-à-dire qu'elle a un code APE qui donne son domaine d'activité. Et si la personne travaille dans un autre domaine d'activité, nous, on ne peut pas le savoir. Si vous voulez, 20 000 artisans, on ne peut pas être derrière chaque artisan pour savoir ce qu'il fait après. Il faut aussi que le consommateur il se pose les bonnes questions. Et maintenant, il y a des outils pour le vérifier. Donc, c'est important de vérifier la qualification de la personne que vous faites. Parce que aujourd'hui, malheureusement, on est dans une période de crise, même si ça va peut-être un peu mieux, mais les gens regardent souvent le prix. Et vous savez, faire un chantier avec une mauvaise entreprise parce qu'il n'a pas les qualifications, avoir un prix bas et après avoir des problèmes, comme on l'entend régulièrement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des gens qui font construire des maisons par des gens qui sont non qualifiés et qui se retrouvent avec des fenêtres qui fuient ou des entreprises qui ne vont pas au bout du chantier, ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir pris la bonne entreprise au bon moment. Ou même une entreprise qui dépose le bilan pendant le chantier. Exactement. Alors là, ça c'est dramatique. Exactement. Alors un autre, on a beaucoup parlé on a un petit peu parlé parce que le temps s'écoule vite, du parcours du créateur d'entreprise, donc les formalités, les stages de préparation qu'on peut faire à la CMA, mais j'aimerais qu'on parle de votre mission qui est l'aide aux entreprises en difficulté. Votre dispositif, comme vous l'appelez, SOS Entreprise. Oui. Alors, juste un mot, on a aussi dans le volet d'accompagnement, on suit les entreprises qui sont en création, on les suit pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'on essaye un petit peu de les guider pendant 3 ans. Donc, les gens les appellent régulièrement pour savoir où ils en sont, comment ça se passe, etc. Parce que c'est vrai que on sait que c'est les 3-5 ans, les premières années les plus difficiles, où les entreprises peuvent malheureusement pas continuer. Alors, effectivement, et donc j'en viens à ça, et malheureusement ça arrive que des entreprises, et on a eu le cas, mais depuis des années, d'entreprises qui sont depuis très longtemps implantées dans leur secteur d'activité, qui ont des difficultés, qui peuvent être passagères dues à la maladie ou à des clients qui ne payent pas, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, il y a aussi des mauvais clients. Et donc l'entreprise se trouve en difficulté, et malheureusement, vous savez, tous les organismes d'État, quand c'est l'heure de payer, vous payez, si vous ne payez pas, vous avez 10%. Aucune banque ne fait ça. 10% au bout d'une journée de retard, c'est quand même pas très sympathique pour l'artisan. Donc nous, on a une cellule qui permet... alors, il faut que les artisans viennent nous voir. Donc il faut qu'ils aient cette démarche, ce qui n'est pas toujours évident non plus pour eux. D'accord, c'est pas vous qui allez à la chasse. On ne peut pas savoir. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans les entreprises que je disais tout à l'heure. On a des entreprises qu'on suit, mais les entreprises... Et là, on se retrouve... On a eu des dossiers sur 2017 avec des entreprises qui avaient plus de 10 ans d'existence. Donc vous voyez, c'est quand même des gens qui ont des difficultés. Donc, ces entreprises-là viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes souvent avec le RSI, des choses comme ça, ou avec les impôts. Et donc, à ce moment-là, on a un service qui va les aider, qui va essayer de trouver des arrangements, des allègements. Et puis, on a aussi une petite aide financière qu'on peut débloquer rapidement pour leur donner un petit peu un souffle d'air. Un petit peu d'air, parce que, effectivement, et souvent, vous savez... c'est une spirale, c'est-à-dire que ça va mal. Et ça va très vite. Ça va très vite. Les impôts, ce que je disais, donc tout de suite, et puis c'est les lettres recommandées, donc vous avez peur du facteur, parce que vous savez que ça ne porte pas de bonnes nouvelles. Et tout ça, c'est un engrenage. Souvent, ça rejaillit sur la vie familiale. On se retrouve aussi avec des gens qui, malheureusement, la vie familiale en prend un coup, parce que ça va mal dans le travail. Et donc, ça peut aller même sur des divorces. On a des cas où les gens divorcent, se retrouvent quasiment plus de logement. Enfin, on a eu un artisan où ça a été vraiment une catastrophe pour lui. Et d'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse avec donc le président du tribunal de commerce. On vient de créer une association qui s'appelle la PESA, qui va aider les chefs d'entreprise. Parce que si vous voulez une entreprise qui dépose le bilan, on va aider les salariés, mais il y avait personne qui s'occupait du chef d'entreprise. Et dans cette association, il y aura un soutien psychologique au chef d'entreprise, qui est quand même important de ne pas l'oublier. C'est vrai qu'il est tout seul, le chef d'entreprise. Il est tout seul. Il est toujours tout seul dans son entreprise, mais quand ça va mal, il est encore plus tout seul. C'est vrai. Merci Jean-Louis Aurin. On fait un petit hommage musical à Eddie Hawkins pour, vous souvenez-vous, de Oh Happy Days, qui est décédé il y a 3 jours. On fait une pause très courte. On va faire une pause courte, Clara, parce qu'on est en retard.
Enfin, on est en Je suis retard. bavard. Non. Non, mais C'était important. Oui, C'était très bien cette association. oui. APESA, ça s'appelle. APESA, c'est ça ouais. Avec M. Monnery, le président du tribunal de commerce. On a créé ça il y a 1 mois et demi, hein, c'est tout récent. Non, c'est Frédéric Verne. Non, président du tribunal de commerce. Monsieur Maurice. Monsieur Maury, Gérard Maury. Gérard. Bon, la CCI, son partenaire aussi, on est tous. Ah, c'est avec Gérard Maury. Oui, Très mais bien. on a été tous les deux un peu les instigateurs C'est ça. suite à SOS Entreprise. Parce qu'il vient à l'antenne, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, il me dit il faut que je vous annonce une nouvelle association. Ben, c'est ça. C'est vrai. Ah, j'ai défloré le sujet. Oh, il m'en voudra pas. Il m'en voudra pas. Non, on s'entend très bien parce que je suis vice-président de c'est pas marqué dans les fiches de la PESA. Parce que bon, c'est Mais vrai dites-moi, votre entreprise, elle vous y êtes toujours ou bien vous l'avez vendue? non, j'en ai vendu une partie de mes activités. Parce que Ah bon, parce que je me dis comment vous allez faire là. Non, j'ai vendu une partie de mes activités. Ouais, en fin de compte, j'avais 25 salariés, mais sur 3 entreprises. En fin de compte, le problème aussi, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est aussi Ah si, on va prendre le temps. Il va aller très vite, la Bruno. passation d'entreprise. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un certain âge, vous voulez transmettre votre entreprise, c'est aussi on s'occupe de ça aussi à la Chambre des métiers, d'essayer de mettre en rapport des Oui, gens. c'est le dernier point sur le côté Ouais. général. Voilà. Et ça fait partie des choses que j'ai fait moi, c'est-à-dire que j'ai repris des entreprises, des petites structures où les gens partaient à la retraite, et c'est comme ça que mon activité, et que j'avais gardé plusieurs entités. Et après j'ai fini par les regrouper sur 2 ou 3, mais pendant un moment, tous mes collègues m'appelaient et disaient tiens, je vais partir à la retraite, tu veux pas m'acheter? C'était assez marrant. C'est l'entreprise de quoi? Électricité, industrielle. Je ne fais pas de particules. Je ne fais pas de logement, je ne fais pas de pavillon. Je travaille que pour les industriels. Mais moi, ça fait 40 ans, 45 ans que je travaille, donc j'ai vraiment des très bons clients. Je travaille pour MBDA, pour la Poste, pour la CPAM, Hutchinson, Bah ouais. SNCF, ADP. Quand, comme vous disiez, quand on a un entrepreneur sérieux, on n'est pas content s'il s'en va, le client. Ah bah oui, bien sûr. À contrario. On reprend, Clara? Alors nous sommes sur IDFM avec Jean-Louis Aurin et Olivier Sala. Alors Jean-Louis Aurin, vous venez de nous annoncer la création de l'association APESA, créée avec Gérard Maury, le président du tribunal de commerce. On en reparlera avec lui parce qu'il vient à l'antenne dans quelques jours, parce que j'aimerais qu'on parle avec vous et avec Olivier Sala de l'apprentissage. Et peut-être que, avant qu'Olivier Sala prenne la parole, vous pouvez nous parler de votre propre souci de transmission, justement, parce que vous avez une entreprise qui réunit 25 salariés. Oui. Bah, effectivement, aujourd'hui, un artisan, on a fait partie, moi j'ai fait partie du baby-boom, hein, on est né dans les années 50 après la guerre, hein, donc effectivement, aujourd'hui, on arrive en fin de carrière, et c'est très difficile la transmission d'une entreprise. On s'aperçoit que... Alors c'est difficile, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on aide à la création, parce que bon, il y a tout un tas d'organismes qui vous aident quand vous créez une entreprise. Mais par contre, à la reprise d'entreprise, il n'y a rien qui existe. Et ça, c'est vraiment un malheur, parce que souvent, c'est une destruction d'emplois. Et c'est très difficile. C'est-à-dire que si vous avez une petite entreprise artisanale qui a 4 ou 5 salariés, avec votre fonds de clientèle qui marche bien, etc., et si vous arrêtez, ces 4-5 emplois-là, ils sont perdus. Et puis en plus, les clients qui sont contents d'avoir une entreprise qui marche bien, qui est sérieuse, on est perdu quand les gens s'arrêtent. Exactement. Et donc ça serait important de voir les choses un peu autrement. Bon, il faudra que les lois changent, mais c'est vraiment compliqué. Vous pensez que c'est une question de loi? D'aide, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, parce que c'est plus facile, si vous voulez, si on prête, même les banques, si on prête de l'argent pour un entrepreneur qui va acheter une entreprise qui est déjà sur le marché, qui a déjà un fonds de clientèle, etc., c'est plus facile pour le repreneur, parce qu'il n'aura pas toute cette démarche des premières années, trouver les clients, se faire connaître, etc. Alors que là, si vous achetez une entreprise qui a déjà un pignon sur rue, comme on dit, c'est quand même plus facile. Alors, il y a effectivement une dette au départ, mais si l'entreprise a un bon chiffre d'affaires, a un peu de rentabilité, c'est vraiment facile, quoi. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et on a le problème, alors je parle des entreprises du bâtiment, mais on a aussi le problème des centres-villes avec les boutiques, où c'est vraiment le désert de plus en plus. Pourquoi? Parce que
les loyers en centre-ville sont très chers, les baux sont compliqués, la concurrence de plus en plus de grandes surfaces, et on s'aperçoit qu'on commence à arriver à saturation en Île-de-France. Il y a certains centres commerciaux où on voit déjà des dizaines de boutiques qui sont fermées. Donc tout ça aussi, c'est au détriment de nos artisans. Vous ne pourriez pas ouvrir une cellule spécifique transmission sur tous ces problèmes? On a une cellule transmission, c'est-à-dire quelqu'un qui veut partir à la retraite, qui veut transmettre son entreprise. On a un service chez nous au niveau des chambres de métiers qui va mettre en relation éventuellement celui qui vend et des éventuels acheteurs. Et ça, on a une cellule qui existe, qui marche. Bon, alors c'est pas toujours évident non plus, parce que c'est pas toujours simple. Bon, une entreprise artisanale, c'est toujours compliqué. Chaque cas est particulier. On ne peut pas faire des règles générales. Donc oui, on travaille avec l'humain, donc c'est forcément un peu compliqué. Et c'est très long. C'est-à-dire que entre le moment, et c'est là bien qu'il faut appuyer sur ce point-là, c'est qu'entre le moment où la personne décide de vouloir vendre son entreprise, on dit qu'il faut au minimum 3 ans. C'est-à-dire que entre la volonté de le faire, le temps de faire les dossiers, de trouver un repreneur, c'est assez long. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper peut-être quand on veut le faire dans des bonnes conditions. Alors une autre mission de la CMA, c'est quand même l'apprentissage. Olivier Sala, c'est votre dada pour la CMA. Donc, et vous avez vous avez plusieurs centres de formation d'ailleurs. Oui, clairement. Écoutez, oui, c'est notre dada. Vous avez raison pour plusieurs raisons. La première, par rapport à ce que les débats que nous avons, à savoir que l'artisanat, c'est plus de 300 métiers, ce sont des métiers où il y a de l'emploi, où les chefs d'entreprise recherchent de la main-d'œuvre qualifiée, où on est persuadé qu'il y a de réelles perspectives professionnelles pour les salariés. Et l'artisanat, c'est le savoir-faire, c'est la qualification. Donc une des missions de notre chambre de métier, c'est de gérer en direct un centre de formation d'apprentis. Et dans le Val d'Oise, positivons, on le disait tout à l'heure en aparté, capitalisons d'abord sur les existants, hein, et notamment sur nos CFA. En Val d'Oise, on a un des plus gros CFA d'Île-de-France. Le CFA de la chambre de métier, c'est 1500 apprentis sur 3 sites, à Villiers-le-Bel, à Aubonne et à Cergy, sur différents métiers, l'alimentaire, les métiers de bouche, sur quasiment l'ensemble des métiers de l'artisanat, sauf malheureusement le bâtiment. Alors c'est pour qui ces centres de formation et quel métier? Alors c'est ouvert à tous. Et ce que je tiens à dire, ça c'est important au public qui écoute votre émission, c'est que l'apprentissage, c'est gratuit, c'est des formations gratuites et rémunérées. Donc pour les familles, c'est gratuit, on ne paye pas. Voilà. Et il faut vraiment savoir, en France, vous avez la voie initiale, en vulgarisant, la voie initiale, la voie éducation nationale, qui pousse même jusqu'à la gestion de lycées professionnels, et puis les centres de formation d'apprentis, notamment gérés par des chambres de métiers, qui sont administrés par des élus, par des chefs d'entreprise, qui donnent le là quant à leurs besoins en termes de savoir-faire, de compétences. Et donc nous, humblement, ce que l'on fait, mais avec beaucoup d'efficacité, c'est rapprocher le monde de l'entreprise et cette jeunesse, puisque pour être apprenti, on est éligible dès l'âge de 14-15 ans, jusqu'à même 30 ans aujourd'hui. Donc nos CFA, sur les métiers de l'automobile, de la coiffure, de l'esthétique, de l'alimentaire, de la vente, sont éligibles à tout un chacun. C'est un contrat de travail, le contrat d'apprentissage. Donc on a un pied au CFA, un pied dans l'entreprise. Autrement dit, tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire qu'on acquiert effectivement des socles communs de compétences, savoir lire, compter, écrire, mais surtout aussi un savoir-être en entreprise, une technicité. Alors j'ai une question sur la limite d'âge, puisque on est dans une économie en fait globale. Pourquoi est-ce qu'il y a une limite d'âge à 30 ans? Pourquoi est-ce que finalement à 40 ans, comme ça existe d'ailleurs dans d'autres pays, on ne pourrait pas se former à d'autres métiers? Enfin, il me semble que pour moi, il n'y a pas d'âge du moment qu'on a la santé. Écoutez, Florence, on partage votre point de vue. Il faut savoir que jusqu'à cette rentrée scolaire de septembre dernier, l'apprentissage était même limité aux 15-26 ans. Et on a une expérimentation en Val d'Oise et en Île-de-France où on a ouvert nos CFA jusqu'à l'âge de 30 ans. Et on espère que la proposition que vous faites sera retenue. Aujourd'hui, il y a des débats sur la loi, sur une réforme de la loi de la formation professionnelle, et on espère effectivement que pourront être éligibles d'autres publics, parce qu'aujourd'hui, dans une vie professionnelle, on peut faire plusieurs métiers, et pour cela, faut se former tout au long de la vie. Mais il faut savoir que nos CFA, le président Aurin parlait de formation tout au long de la vie, même à plus de 30 ans, vous pouvez solliciter les services formation de la chambre de métier, on aura toujours une solution. Que ce soit par les dispositifs du droit individuel à la formation ou autre, on trouvera des dispositifs. D'ailleurs, au sein de notre CFA,
on sème dans certaines classes ou dans certains groupes des formations adultes en coiffure actuellement. Nous avons des plus de 30 ans qui viennent, dans le cadre de validation d'acquis, de l'expérience ou autre, se former à la coiffure. Alors, vous avez cité Cergy, Aubonne et Villiers-le-Bel comme centre de formation. Quels sont les métiers d'avenir? Alors, l'artisanat est à la croisée des chemins. On l'a vu, ce sont des métiers traditionnels, mais pour nous, les métiers traditionnels, c'est aussi les métiers de demain. Donc, nous, on forme dans des métiers dits traditionnels, mais qui intègrent aussi, vous parliez du numérique, aussi des nouveautés. Donc, quand on parle, par exemple, de cuisine, on a un cuisinier à côté de nous, j'ai cru comprendre, eh bien, il n'y a pas plus moderne qu'un cuisinier. Et pourtant, il n'y a pas plus traditionnel non plus. Et ça, c'est les vertus d'un CFA, c'est que dans nos formations, dans nos plans de formation, on intègre toujours les nouveautés. Et rien ne vaut un CFA d'une chambre de métier, parce que justement, on a des élus, des chefs d'entreprise qui, eux, sont sur le terrain, nous apportent justement les nouveautés à mettre en place. Donc pour nous, des métiers comme la coiffure, l'esthétique à Aubonne, l'automobile à Villiers-le-Bel, la carrosserie, peinture, le service en salle, la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie, ce sont des métiers d'avenir. Preuve en est, nos taux de réussite, nos taux d'insertion professionnelle. On juge souvent les écoles à leur taux de réussite aux examens, qui chez nous sont de l'ordre de 83%. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans nos CFA, 8 jeunes sur 10 sortent avec un diplôme. Et surtout, le taux d'insertion en entreprise, il est de 90%. Au bout de 6 mois, 9 jeunes diplômés sur 10 de nos CFA trouvent du travail et un contrat de bonne facture, et surtout dans le métier pour lequel il a été formé. Donc ça il faut le dire, et il faut casser ces images d'Épinal, comme quoi l'artisanat, ce sont des métiers difficiles, etc. Bien au contraire, on s'épanouit dans l'artisanat. D'autant que ce sont les besoins primaires de tout un chacun, donc je ne vois pas pourquoi on a autant de mal à trouver des jeunes. Des métiers formidables. Voilà. Vous sortez avec un CAP de pâtissier, vous pouvez travailler chez un artisan, dans un grand groupe, vous pouvez travailler à l'international, vous pouvez voyager, vous pouvez devenir chef d'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, on a besoin de chefs d'entreprise. Votre président en est un exemple, et vous êtes issu de l'apprentissage, c'est bien ça? Exactement, oui. Je pense que c'est la meilleure école pour apprendre un métier. Bon, alors, effectivement, Vous êtes parti, vous, en classe de 3e, directement? Non, même pas, parce qu'à l'époque... Non, vous savez, à l'époque, on avait un examen pour rentrer en 6e. Alors, vous voyez, et je l'ai raté, d'ailleurs. Donc, des fois, on rate sa vie. Mais je regrette pas, quelque part. Et donc, après, à l'époque, on restait en primaire. Alors, il y avait on faisait 2 classes, un peu, je sais plus comment on appelait ça. Et puis après, écoutez, on nous envoyait en collège d'enseignement technique. Et c'est là que j'ai commencé mon métier. Alors moi j'étais passionné d'automobile, je voulais faire de l'automobile, et puis un jour on m'a dit ça sera électromécanique. Alors j'ai dit mais c'est quoi ça? On m'a dit c'est pareil, sauf qu'il y a de l'électricité quoi. Et en fin de compte ça n'a rien à voir. Mais bon c'est pareil, j'en regrette pas. Et à l'issue de ma formation, donc j'ai passé un CAP en apprentissage, et suite à cette formation, comme j'avais un petit peu de disposition, j'ai fait un métier qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai fait du dessin industriel en construction électrique, c'est-à-dire que j'avais les crayons, la règle et le rotring à la main pour faire les plans. Ça existe toujours, mais oui, maintenant c'est par oui, ordinateur. Mais quand je dis, parce qu'à l'époque c'était un petit peu long de faire les plans, c'est vrai que maintenant pour tracer un trait, et quand il fallait attendre que l'encre sèche. Et je voudrais juste rebondir un petit peu sur la question que vous avez posée à Olivier, c'est qu'effectivement par rapport au métier, si on prend l'exemple de l'automobile, qui est un métier en pleine mutation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous parle des véhicules électriques, et on est en train, nous aussi, effectivement, de préparer des formations pour réparer ces voitures, parce que c'est pareil, aujourd'hui, il va falloir... les voitures, il y a beaucoup d'électronique déjà dans les voitures conventionnelles, mais les voitures électriques, c'est l'avenir, on voit bien, on ne nous parle que de ça, et c'est important que nous, on soit aussi à la pointe de ces métiers-là pour que, effectivement, former nos jeunes. Et l'avantage qu'on a, nous, dans nos centres de formation, c'est qu'on va former nos jeunes à la globalité, c'est-à-dire qu'il ne sera pas formé Renault, Peugeot, Citroën ou des marques étrangères que le jeune ne citerait pas. Donc, en fin de compte, il pourra aller travailler chez n'importe quel constructeur. Et ça, c'est important parce que ça évite d'avoir des gens qui, après, ne connaissent qu'un seul... Alors, justement, pour connaître tout ça, vous avez des journées portes ouvertes, n'est-ce pas, Olivier Sala, prochainement? Les samedis 24 mars et 7 avril, de 9h à 17h, nos CFA à Aubonne, à Cergy, à Villiers-le-Bel, ouvrent leurs portes à tout un chacun. J'invite tous les jeunes collégiens qui se posent des questions quant à leur avenir, mais également les lycéens, voire même des jeunes à l'université. On reçoit de plus en plus de jeunes qui finalement se disent « j'aurais dû opter pour un métier de l'artisanat ». Les familles, les professionnels de l'orientation à venir de 9h à 17h à nos CFA. Vous y rencontrerez les professeurs qui parleront des formations, des apprentis, et notamment des apprentis qui feront des démonstrations.
Nos ateliers techniques seront ouverts et plus tôt vous serez enregistré dans nos CFA, plus vite on pourra vous accompagner les jeunes à trouver des entreprises d'accueil pour signer un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail, je le signale. C'est donc un vrai plus, c'est une formation qui allie le professionnel et je dirais les volets académiques. Et puis Donc, surtout, le 24 mars, le 7 avril, et sachez que si vous avez loupé ces dates-là, mais je pense que vous les avez bien notées, tous les mercredis du mois de mai et du mois de juin, nos CFA ouvrent leurs portes également. Ce sont les mercredis de l'apprentissage. Donc nos CFA sont toujours ouverts. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir et vous expliquer effectivement toutes les possibilités formidables que l'on trouve dans les formations par le biais de l'apprentissage. alors pour avoir donc plus d'informations, je suppose que sur ces portes ouvertes, on va sur votre site internet. Tout à fait, www.ima95.fr, IMA comme Institut des métiers de l'artisanat, ou alors le site internet de la Chambre de métiers de l'artisanat du Val d'Oise, c'est cma95.fr. On a bien compris, il faut se renseigner et le tout c'est d'être curieux et après ça donne plein d'idées de métiers, d'autant que une fois qu'on finit sa formation en général, on a un travail tout de suite. Tout à fait, on a même des cas où on doit retenir nos jeunes apprentis en leur disant avant la fin de la formation, et ils trouvent même du travail. On leur dit, bon, écoutez, accrochez-vous encore quelques semaines, passez à minima votre CAP. Oui, votre diplôme. On a des jeunes qui sont même débauchés avant de passer l'examen. Voilà, c'est pour ça, il vaut mieux passer son diplôme quand même et se faire embaucher réellement après. Merci beaucoup, on va faire une petite pause, non pas musicale mais culinaire. Alors, quel secret aujourd'hui, Bruno, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite précision, je ne suis pas cuisinier, je suis un simple passionné de cuisine. Un amateur éclairé, on va Voilà. dire. Bah, la recette aujourd'hui, Florence, vous l'avez voulu, vous l'avez demandé, et bien, vous l'avez. Car pour tout vous dire, chers auditeurs, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est vous, Florence, qui me l'avez suggérée, et vous avez bien fait. C'est une recette aussi simple qu'efficace, le genre de petit plat à partager à deux ou à plusieurs, avec les amis ou avec les enfants le dimanche soir. Alors, de quoi s'agit-il? Des boîtes chaudes. Qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire? Ce truc est drôlement bon, mais je suis sûr que vous connaissez. La boîte chaude, c'est une recette de fromage fondu, mais pas n'importe quel fromage. Il s'agit du Vacherin ou du Mont d'Or du Jura. Il en existe des petites boîtes, pour deux c'est idéal, ou des plus grandes, naturellement, si on est plus nombreux. Alors cette recette, c'est un vrai bonbon, et pour la réaliser, il vous faut un Vacherin, donc à la taille à votre convenance, une gousse d'ail, du vin blanc sec de Savoie ou du vin blanc du Jura, des pommes de terre. Alors ça, c'est pour la recette de base. On peut aussi ajouter d'autres produits, mais j'y reviendrai plus tard. La réalisation est hyper simple. Vous préchauffez votre four à 220, vous ouvrez votre boîte de fromage, vous mettez le couvercle en dessous et vous entourez le bas de la boîte de papier alu. Vous creusez un trou au milieu du fromage, pas trop grand, avec une petite cuillère, et vous versez dedans du vin blanc, sec de Savoie ou du Jura. Vous pouvez même y glisser de l'ail haché. Vous disposez au four pendant 25 minutes. En fait, il faut que la croûte soit bien dorée, vous surveillez ça. Vous sortez le fromage au dernier moment, vous le mettez sur la table. Avec une cuillère, vous recouvrez les pommes de terre du Mont d'Or fondu. Vous allez voir, c'est une merveille. Donc je vous parlais de la recette de base, mais vous pouvez aussi faire cuire une saucisse de morteau, une saucisse au chou, ce sera encore meilleur. Mais vous pouvez aussi accompagner ce plat d'une belle assiette de charcuterie et d'une salade, ça sera tout aussi bon. Dernier petit détail, vous pouvez aussi piquer vos pommes de terre directement dans le fromage, comme pour une fondue, et il pourra rien vous arriver de grave. Voilà Florence, c'était donc votre idée. Vous n'avez plus qu'à filer réaliser cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit à tous. Merci Bruno. Alors il ne nous reste plus que 3 minutes d'antenne. Moi j'avais quand même quelques questions pour vous, Jean-Louis Aurin de la Chambre des métiers, mais je ne vais pas pouvoir toutes vous les poser. Si quand même une, vous envisagez l'ouverture d'un bureau dans le site de l'aéroport Charles de Gaulle. Alors, est-ce un projet qui va se réaliser en 2018 ? Ah oui, c'est un projet qui tient à cœur, parce que effectivement, vous savez, le Val d'Oise, il y a deux gros pôles économiques. On a toute la zone de Cergy et la zone de Roissy. Et effectivement, c'était une zone qui est partagée avec les trois autres départements, donc le 77 et le 93. Et c'est une zone où il y a beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour nos artisans, soit de se développer ou de trouver
que de nous trouver des jeunes qu'on va pouvoir former pour aller dans les entreprises qui sont sur la plateforme. Et jusqu'à maintenant, on avait Villiers-Belle, mais ce n'était pas à proximité. Et grâce au comité d'agglomération de Roissy Pays de France, on va avoir un bureau qui va être mis à notre disposition dans leurs nouveaux locaux qui vont être à l'ancienne maison de l'environnement d'ADP, qui va nous permettre de pouvoir avoir une personne sur place qui va justement faire du développement et aller voir les entreprises pour essayer de trouver des jeunes et faire connaître l'apprentissage, nos formations, etc. Alors, c'est pour quelle date ce bureau au Alors, on sein attend, de ça va l'aéroport être, de Roissy? je pense, dans le premier trimestre, je pense mars, avril au plus tard. Mars-avril. Il Donc, y a un vous petit peu de reviendrez. retard dans les travaux, Bon. parce que bon, alors là, je vais pas. Vous savez, les entreprises sont des fois en retard dans le bâtiment, ça arrive encore. Alors, d'accord, vous reviendrez nous en parler. Oui, il y a pas de Donc, souci. on a encore le temps. Moi, j'avais une petite question d'actualité. On a parlé de la fin du RSI. Alors, qu'en pensez-vous? C'est pour quand? C'est une rumeur? C'est de la réalité? Ah non, c'est pas une rumeur, c'est de la réalité. On savait que la réforme allait arriver, ça se met en place, je pense. Là, c'est parti. Changement de nom, en fait. C'est un changement de nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, effectivement, les artisans pouvaient opter pour le RSI ou à la sécurité sociale. Il y avait les deux régimes et ce n'était pas une obligation. Mais la plupart étaient au RSI. C'est vrai qu'il y a eu peut-être quelques difficultés, mais bon, vous savez, après, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est à la rage. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Le RSI, ça fait des années que ça existait. Il y a eu des problèmes. On Depuis peut même quelques dire années. des gros soucis de gestion, on va dire carrément. Oui, le fait est, c'est que ça ne changera pas grand-chose pour les artisans. Il y aura toujours des charges sociales à payer qui diminuent pas, comme toutes les charges qu'on a de plus en plus sur les entreprises, malheureusement. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, on pourra en discuter aussi. Bon, en tout cas, Jean-Louis Aurin, Olivier Salah, je vous remercie pour votre présence en studio aujourd'hui. Je vous invite à revenir très prochainement pour nous annoncer votre actualité au fur et à mesure qu'elle se déploie. En attendant, merci à tous de nous avoir écoutés. Restez-nous fidèles. Demain, oui, hier, je m'étais cru jeudi, alors j'avais annoncé le programme de demain, mais demain, c'est bien le reportage au lycée Donny, où j'ai rencontré d'ailleurs le ministre de l'Éducation et la secrétaire d'État égalité homme-femme. Et puis, ce sera un spécial info économique. Bonne journée à tous, portez-vous bien, à demain. Merci. Au revoir. Au revoir.